Alors, salut tout le monde. Alors oui, de retour pour une unième édition de Dimanche on lit, le rendez-vous hebdomadaire des grands lecteurs de la région de la Montérégie, de Longueuil et même Montréal, pourquoi pas. Alors, édition du 7 décembre 2025. Alors, on rentre dans la période de Noël, hein, fait que je vais vous essayer dans les prochaines semaines de peut-être vous faire des suggestions de cadeaux de Noël. C'est toujours intéressant, pourquoi pas. Alors, on a une émission vraiment très intéressante. Comme d'habitude, vous le savez, c'est des émissions toujours très intéressantes. On a, dans la deuxième demi-heure, j'ai Jean-François Brassard, qui est un journaliste à Hello Vedette, qui était journaliste pendant 40 ans, qui a fait le livre dont vous avez peut-être entendu parler, mais je tenais à en parler parce que c'est intéressant. C'est le livre sur l'histoire de Beau-Dommage. On va parler de ça pendant une demi-heure, dans la deuxième demi-heure. Première partie, je reçois, vous le connaissez, Carl Lévesque, conseiller municipal dans le district de Côte-Rouge à Longueuil. Vous l'avez sûrement entendu souvent à cette antenne. Mais là, il va venir nous parler de littérature. Carl s'intéresse à l'histoire, moi aussi d'ailleurs. Alors, l'affaire Dreyfus, peut-être c'est flou pour vous autres, mais ça sera plus flou dans une demi-heure, je vous le garantis. Alors, restez avec nous. Je suis avec Jean-Yves Lemay, mon mentor et directeur technique qui m'appuie là-dedans. L'émission est faite en collaboration aussi avec la librairie À lire, qui est juste à côté, à 3 portes d'ici, sur la rue Saint-Charles. Restez avec nous. Prenez un café comme d'habitude. On reprend ça, on passe ça dans 2 minutes. Salut, gang. Alors, on part donc ça. Alors, je suis avec Carl Lévesque. Salut, Carl. Salut, Denis. Écoute, un très, très grand merci de me recevoir. Première chose, ma première présence à ton émission, mais comme toi, grand fan d'histoire, grand fan de littérature, donc on devrait bien s'entendre. Hey, merci infiniment d'avoir accepté. Bon, Carl, on s'est croisés dans les dernières semaines, puis là, il m'a parlé d'une découverte qu'il avait faite, d'un livre qu'il a découvert dans une librairie à Longueuil. Et bon, pour moi qui est féru d'histoire comme lui, moi tout de suite, ça a fait ting, 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 ting. Il faut qu'on parle de ça. Un livre sur l'affaire Dreyfus, c'est ça, Carl? Exactement. En fait, ce que je tiens dans mes mains, en fait, je vais le montrer, il faut le montrer à la l'écran caméra. pour les gens à la maison. Voilà. Je suis abonné à la page Facebook de la librairie À lire. Bon, excusez-moi, à la librairie Ici. À lire, c'est ceux qui commanditent l'émission. On les remercie, on les salue. Mais la librairie Ici, sur le chemin du Coteau-Rouge à Longueuil. Et bon, je vois passer, en fait, ce livre qui est la première édition. Essentiellement, c'est un livre qui s'appelle « 5 années de ma vie ». C'est le livre qu'Alfred Dreyfus a écrit en 1900, en 1900, en fait, qui a été publié pour la première fois en 1901. Copie très, très rare au Québec. Puis bien sûr, en voyant ça arriver sur la page Facebook de la librairie ici, je me suis juste précipité en librairie je me suis garoché. Je leur ai dit, est-ce que c'est encore disponible? Oui. Achetez le livre. Donc voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle je tiens cette petite pièce d'histoire entre mes mains en commençant. Puis bon, bien évidemment, tu sais, je veux dire... avoir un nouveau livre, c'est comme avoir un nouveau panier de bonbons. Tu sais, je veux dire, tu veux tout le temps le lire le plus rapidement possible. Donc, ni une ni deux. En fait, la soirée que je l'ai acheté et la soirée du lendemain, j'ai essentiellement lu les 360 pages du livre en essentiellement 2 soirées. Histoire tellement intéressante, dans le sens que, bon, tu sais, l'affaire Dreyfus, on y reviendra dans quelques minutes. C'est une affaire très, très connue en France. Par contre, en fait, juste pour mettre les auditeurs un petit peu dans le bain, en fait, la première page du livre d'Alfred Dreyfus dit ceci. Je raconte ici uniquement dans ces pages ma vie pendant les 5 années où j'ai été retranché du monde des vivants. Les événements qui se sont déroulés autour de mon procès de 1894 et dans les années suivantes en France me sont restés totalement inconnus jusqu'au procès de Rennes en 1899. Donc, ça me fait dire, dans le fond, il y a eu comme 2 histoires Dreyfus. Il y a eu l'histoire Dreyfus que les gens ont vécue en France, que les gens ont été conscients, et tu as aussi eu Alfred Dreyfus dans ses prisons, que lui-même... en fait, n'a jamais été conscient de son histoire, dont, en certaine manière de dire, Dreyfus a été le premier, mais aussi le dernier des Dreyfusards. Ça a été le dernier à connaître sa propre histoire à lui. T'sais. Si on vient faire un petit peu un parallèle sur qu'est-ce que c'est l'histoire Dreyfus en France... c'est ça que je voulais t'envoyer là-dessus. Là, parce que là, avant de parler du livre, on va qu'on parle qu'est-ce que l'affaire Dreyfus. C'est beau. Pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas au courant. Écoutez, je te dirais que l'aspect déclencheur de l'affaire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Dreyfus. Ça passe en 1894, en fait. C'est le chef du contre-espionnage français, le commandant Hubert-Joseph Henry, qui trouve un bordereau adressé à l'attaché militaire allemand à Paris, le monsieur von Schwarzkoppen. Excusez-moi, mon allemand n'est pas excellent. Et essentiellement...
quand il trouve ce bordereau-là adressé, en fait, à l'Allemand, ben, il comprend qu'il y a un traître dans les rangs de l'armée française et se déclenche essentiellement une enquête secrète pour savoir, ben, c'est qui le traître? Qui est-ce qui est la personne qui est le traître dans cette histoire? Et essentiellement, Je veux dire, là, on parle de traite, on parle de... Il y a eu quelqu'un, on le sait maintenant, Exact. il y a eu quelqu'un qui a donné des informations Exact. à l'Allemagne qui était dans l'armée française. Exactement. C'est C'est ça, exactement c'est ça dont ça. Et, ben, grosso modo, on commence à faire une enquête et on finit par arriver à la conclusion que, ben, écoutez, la personne qu'on croit coupable au début, c'est Alfred Dreyfus. Donc, tout simplement... Juif et alsacien. Oui, C'est pas anodin. originaire d'Alsace, effectivement, en fait, juif aussi. Et essentiellement, ce que l'on fait, c'est que, ben, un jour, on invite Alfred Dreyfus à l'état-major de l'armée, tout simplement, en prétendant qu'on veut faire une revue des troupes. On l'invite. Quand il se pointe là, en fait, première surprise qu'il se rend compte, ben, écoutez, c'est une revue des troupes, mais il est tout seul qui est sur place. Et essentiellement, c'est par la suite qu'on va le faire rencontrer le général Paty de Clam, qui essentiellement va demander à Dreyfus, à son arrivée à son bureau, de tout simplement d'écrire une lettre pour lui. Donc, Dreyfus trouve ça un petit peu étrange que le général fasse venir à l'état-major pour écrire une lettre. Mais bon, à part de ça, il se dit, bon, ben écoutez, il n'y a pas de problème. Écoutez, je vais écrire la lettre. Et essentiellement, le général lui fait écrire essentiellement des phrases qui ont été retrouvées quelques mois plus tôt, en fait, par le commandant Henry qui a retrouvé la lettre de communication vers l'Allemagne. Et, bon, essentiellement, ils finissent par en conclure que, bon, ben écoute, c'est Dreyfus qui a écrit la lettre aux Allemands, donc c'est essentiellement lui qui est coupable. OK. Et graduellement, ben, on va l'amener devant les tribunaux où il va finir par être condamné. Suite à des manœuvres et essentiellement des pièces de preuve qui, bon, on va le découvrir à travers les années par la suite, qui étaient essentiellement fausses. C'est ça. Il va passer 5 ans en prison. Il va avoir beaucoup... Il va avoir une levée de bouclier dans l'opinion publique. Ça va brasser beaucoup. Il va avoir les anti-Dreyfusards, les Dreyfusards. Et il va avoir Émile Zola qui va écrire « J'accuse », mais on n'en est pas encore là. Fait que ça, c'est le cadre. Alors, on va prendre un petit 2 minutes de pause, Carl, si tu le permets. C'est bon. Et après ça, on va rentrer dans ton livre de Dreyfusard qui parle de sa propre histoire. Alors, restez avec nous. Prenez-vous un deuxième café. On vient dans 2 minutes. Alors, de retour donc pour parler de l'affaire Dreyfus. Alors, Carl, on a mis le cadre, on sait maintenant qu'est-ce qui s'est passé. M. Dreyfus, juif alsacien, qui s'est fait faussement accuser d'avoir trahi la France au profit de l'Allemagne en 1894. Il va faire 50 tôles et tout ça. Là, il va être libéré, il va même être gracié et on va découvrir qu'il était totalement innocent. Il va même retourner dans l'armée, il va participer à la Première Guerre mondiale. Il est mort en 1935 et tout ça. Pendant tout le 20e siècle, beaucoup d'auteurs en France ont écrit là-dessus sur cette histoire parce que ça a divisé la société française. C'est quelque chose de très important. Bon, maintenant, il y a ce livre-là. Alors donc, Exact. toi, c'est très intéressant parce que c'est le seul livre que Dreyfus a écrit, je crois. À ma connaissance. Bon, et il l'a écrit en 1901, donc 2 ans après sa sortie de prison. Et comme tu le disais très bien, lui, tout le brouhaha médiatique, là, aujourd'hui on appellerait ça brouhaha médiatique, mais bon, pour son époque, c'était autre chose. Mais lui, il n'a pas été au courant de ça. Mais Donc, non, lui, l'affaire Dreyfus, il ne sait pas c'est quoi. Exactement. Au moment où il écrit ça. Fait en 1901, il prend la plume puis il écrit quoi? Exactement. Allons-y, exactement. Ben, essentiellement, il raconte ces 5 années de détention OK. qu'il y a eu, en fait, les multiples endroits de détention où il y a eu. Tu sais, bon, bien sûr, comme tout bon livre, il commence en parlant de sa vie. Bon, il est né à Mulhouse, en Alsace, une enfance confortable, une famille aimante, frères, sœurs, famille confortable en Alsace, jusqu'à la guerre franco-allemande de 70-71. La France qui perd très rapidement la guerre franco-allemande, sont obligés de concéder le territoire de l'Alsace à l'Allemagne. La famille de Dreyfus, le père de Dreyfus, en fait, a un choix à faire. Soit ils demeurent en Alsace, mais ils deviennent citoyens allemands, ou ils conservent la nationalité française et sont obligés de sortir, de quitter l'Alsace. C'est le choix qu'ils font. Ils se ramassent à Paris. À Paris, OK. Tout simplement. En fait, Dreyfus, ensuite de ça, commence sa scolarité à l'École polytechnique en 1878. Grosso modo, il finit ses études en 1880. Rentre au service de l'armée, en fait, école des officiers, en fait, commence par un grade de sous-lieutenant.
au niveau de l'artillerie, essentiellement monte graduellement les échelons de l'armée, essentiellement pendant toute sa carrière, en fait, jusqu'en 1893. Essentiellement, monte de grade en grade. Bon soldat, bon officier, vit la vie typique, je te dirais, d'un officier militaire de l'époque, hors de tout soupçon, hors de tout questionnement, en fait. Belle vie, vie confortable, sont heureux, 2 enfants, une femme qu'il aime, bref, belle vie. Tout change, bien évidemment, en 1894. On a abordé un petit peu en préambule, quand il est accusé, en fait, de haute trahison. Tout simplement par l'armée française. Il y avait des enfants, hein? Oui, il y avait des enfants. Okay. En fait, son plus vieux avait 3 ans et demi au niveau, quand il se fait arrêter, exactement. Et somme toute, ben, tu sais, un coup arrêté, sa première détention, il va le faire à la prison de Cherche-Midi, où pendant 18 jours, il va être essentiellement interrogé par le général Paty de Clam. Son interrogatoire se limite essentiellement à lui faire écrire des bouts de phrases qui ont été retrouvés dans la lettre accusatrice, puis ensuite de ça, lui demander d'avouer que c'est bel et bien lui qui les a écrits. Bien évidemment, c'est pas lui qui les a écrits, donc il l'avouera jamais. Ensuite de ça va venir le moment de son procès. Essentiellement, le procès, en fait, bon, il y a eu plusieurs séries d'enquêtes qui ont été faites sur Dreyfus avant d'arriver à son procès. Exemple, tu vas avoir la police de Paris de Paris qui va faire une enquête sur lui, qui va arriver, puis qui vont conclure, ben écoute, il est complètement hors de blâme. Il y a les services d'information de l'armée qui vont aussi faire une enquête et que le capitaine Guéné va tout simplement, en fait, remettre un rapport extrêmement brutal et en fait disant que essentiellement un tissu de mensonge sur Dreyfus, essentiellement pour l'incriminer. Juste un petit détail, tu me permets, Carl, je lisais aussi que, c'est intéressant, je pense, que le procès comme tel, l'affaire n'a pas fait beaucoup de bruit au moment du procès, au moment de l'arrestation. En fait, l'affaire Dreyfus va commencer je te dirais que ça n'a fait absolument aucun bruit. C'est ça. Pour la simple raison que Dreyfus et son avocat, M. Demange, cherchent à ce que la cause soit entendue en public. Mais il ne gagne pas le point. Donc, la cause est entendue à huis clos. Donc, dans les faits, personne n'entendra jamais parler de la cause de Dreyfus à l'époque. Puis, essentiellement, l'accusation tient, entre parenthèses, sur les témoignages des différents généraux et sur 4 experts en écriture, tout simplement. 2 experts en écriture qui viennent conclure que non, c'est pas du tout l'écriture de M. Dreyfus. Puis 2 autres qui viennent conclure que, ben, oui, c'est l'écriture de Dreyfus, malgré que ça ne ressemble pas tant que ça. C'est à peu près ça. Fait qu'on s'entend, je veux dire, c'est faible comme accusation. Oui, c'est très faible. De là où est-ce que, tu sais, après la plaidoirie de son avocat en cours, Dreyfus et son avocat, étant donné la manière que le procès s'est déroulé, sont certains à 100% que, bon, ils vont être innocentés, c'est sûr. Dreyfus est condamné. Condamné à quoi? À perpétuité, je pense même. Hein? Oui, effectivement, en fait, essentiellement à l'exil, tout simplement. Par l'armée. En fait, par l'armée. C'est un tribunal militaire. C'est pas un procès civil, c'est un tribunal militaire. C'est un tribunal militaire, effectivement. Okay. Donc, essentiellement. Haute trahison. Haute trahison. Wow. Donc, ensuite de ça, en fait, il va se passer la cérémonie de dégradation. Après sa condamnation, où est-ce qu'on va l'amener dans la cour de l'état-major, qu'on va lui enlever très, très, très en public, en fait, ses badges, ses écussons, ses boutons. On va briser son sabre. On va le promener dans la cour, juste à côté d'une foule très hostile. On s'entend, tu le disais en préambule, l'antisémitisme, en fait, au début du 20e siècle, était quand même, fin du 19e, en France, 20e, était très, très élevé, bien évidemment. Et ensuite de ça, on va tout simplement le prendre, on va l'attacher essentiellement à un fourgon cellulaire et on va le promener dans les rues de Paris. Sérieux? Jusqu'à sa prison, sa 2e prison, la prison de la Santé. Wow! Carl, très, 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 très intéressant. Écoute, on poursuit ce récit-là de M. Dreyfus. Reprenez-vous un autre café ou un verre d'eau, un jus d'orange, faites ce que vous voulez. Mais revenez-nous dans 2 minutes. Carl va nous donner le punch de cette histoire. À tantôt, gang. Alors donc, Carl, on poursuit. Donc là, il a été condamné, il est arrêté, on le promène dans les rues de Paris, il est coupable. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Oui, ensuite de ça, il est amené à la prison de la Santé,
On le comprendra, en fait, c'est un mot un petit peu étrange aujourd'hui de dire prison de la santé comprenant. C'était une prison, à la fin en France, à la fin du 19e, début du 20e siècle, on le comprendra. Donc, on l'amène à la prison de la santé où est-ce que graduellement, il est autorisé à voir sa femme, il est autorisé graduellement à recevoir du courrier. Bien sûr, c'est un petit peu là qu'il tape le mur pour la première fois. Tu sais, c'est là qu'il comprend vraiment que « Oh my God, je vais être en prison pendant très, très longtemps. » Donc, s'ensuit des épisodes de dépression, Bien de sûr. reprise. Et à chaque fois qu'il rencontre sa femme, à chaque fois qu'il reçoit des lettres de sa femme, ben disons que ça lui remonte le moral en flèche. Bien sûr. Les autorités n'aiment pas vraiment ça, donc par une nuit, qui est à la prison de la santé, ils décident de le transférer de prison. En fait, ils prennent une nuit d'hiver à la prison de la santé, on l'habille sommairement et on le fait faire 15 heures essentiellement dans des calèches, dans des fourgons cellulaires, en fait, pour l'amener jusqu'à l'île Dorée, en banlieue de La Rochelle, en France. C'est vouloir tuer quelqu'un, Ben oui. je veux dire, tu t'y prendrais pas d'une autre façon. OK, t'sais. OK. Arrivé à La Rochelle, un autre beau petit manège comme ça est mis en place. Pendant très, très longtemps, ils font tout simplement attendre le fourgon cellulaire où est détenu Dreyfus à La Rochelle en mettant la garde en place, en enlevant la garde en place, en remettant la garde en place. C'est tout pour attirer l'attention des badauds alentours qui, graduellement, finit par composer une très bonne foule. Et là, soudainement, quand il y a une grande foule, on décide de sortir Dreyfus de son fourgon cellulaire et le traîner à un autre fourgon cellulaire à peu près une centaine de mètres plus loin pour l'amener au port, pour l'amener à l'île Dorée. Bien sûr, dans le transport, malgré qu'il y a des gardes alentour de lui, il essuie quand même beaucoup de coups de la part des citoyens. On l'amène au port, mer rouleuse absolument horrible, on le met sur une chaloupe, on le fait traverser à l'île Dorée. Okay. Encore une fois, je veux dire, on n'attend pas directement à sa vie, mais on prend tous les moyens indirects pour que ça arrive. Que la job se fasse. On voulait l'éliminer. Exactement. OK. Suite à sa détention à l'île Dorée, qui a un petit peu même condition, c'est à 15 heures de Paris, donc pour sa femme, c'est beaucoup plus difficile de se rendre en hiver. Donc, on essaye de limiter ses contacts avec sa femme, puis c'est son arrivée de courrier. Par contre, moindrement que le climat est un petit peu meilleur, sa femme se rend 2 fins de semaine en ligne pour aller le voir, ce qui agace un petit peu, je te dirais, l'état-major français. Fait que, essentiellement, on décide tout simplement de le prendre de l'île Dorée. Un soir, encore une fois, on l'habille très, très sommairement. C'est un froid glacial. On le met dans un bateau à vapeur. On l'emmène sur le navire de transport, le Saint-Nazaire, et on l'amène 15 jours de bateau plus loin, dans le froid de la mer, à l'île du Diable, en Guyane française. Donc, dans des conditions encore plus épouvantables, sauf que là, c'est la chaleur. C'est ça, exactement. Puis là, il est l'autre Jusqu'à bord de là, son gros ennemi a été le froid. Maintenant, ça va bel et bien avec la chaleur. L'île du Diable, petite île de 200 mètres carrés. Il est enfermé dans une cellule de 4 mètres par 4 mètres. Puis essentiellement avec un toit en tôle. Donc essentiellement, c'est la chaleur absolument accablante. Les insectes, il va passer son temps à se faire manger par les insectes. Puis il va passer essentiellement 5 ans de sa vie sur l'île, sur cette petite île-là. Et ces conditions, lui, il ne comprend pas, mais ces conditions de détention s'améliorant et s'empirant au fur et à la mesure des événements qui se passent en France. OK. Finalement... Événements qui va avoir un deuxième procès. Exact. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est justement ça. C'est qu'après sa détention à l'île du Diable, écoute, il finit par y avoir un deuxième procès qui est ordonné par le tribunal de cassation. Donc, on envoie un bateau militaire chercher Dreyfus. En fait, on lui envoie un télégramme. On lui dit, c'est beau, on annule le jugement de 1894. Tu deviens un simple prévenu. On va te faire un nouveau procès à Rennes en 1899. On envoie un bateau militaire le chercher, le ramener. On s'entend, il y a une trentaine de journées que ça prend le temps d'amener, sortir le bateau. Dreyfus s'attend à arriver en France, accueilli. Tout le monde est d'accord, tout le monde sait que je ne suis pas coupable. Mais finalement, c'est pas ça qui arrive. En fait, le bateau longe les côtes, fait des allers-retours. Tu vois que Dreyfus ne savent pas trop où le débarquer. Ils veulent pas que ça chasse. Ils attendent la nuit. Ils le jettent littéralement dans un canot. On le blesse dans le canot en le jetant dans le canot. On l'amène pour le procès de Rennes. Et à son procès de Rennes, en fait, encore un tribunal militaire, malgré toutes les preuves accumulées au travers des années disant qu'il n'est pas coupable,
On le condamne à nouveau. À nouveau. On dit, 10 ans de réclusion, en fait, Aïe, aïe, par aïe. les tribunaux Aïe, militaires. aïe, aïe. Et très, très bien sûr, la presse se remet de la partie, conteste la décision. Le gouvernement est un petit peu écœuré de cette histoire-là. Donc, essentiellement, le président de la France, en fait, décide tout simplement, à un certain moment, de tout simplement gracier Dreyfus. OK. Et toutes les autres personnes qui ont accusé faussement Dreyfus. Donc, dans les faits, en fait, il n'y aura jamais personne qui va être accusé dans cette histoire. C'est très, tout, très tout le monde est innocenté. Lui, Et voilà. c'est 50 taux dans des conditions épouvantables, mais il n'y a personne de coupable, personne de responsable. Personne C'est vraiment de une histoire assez personne de tragique. responsable. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de parler de tous les impacts en dehors du procès, en dehors de M. Dreyfus. Mais évidemment, le livre parle évidemment de lui à la première personne, de ce qu'il a vécu à travers cette époque. Bien sûr. Il n'y a rien qui concerne les travaux du général Picard qui découvre que le coupable, c'est Esterhazy. Il n'y a rien à propos du procès d'Esterhazy. Il n'y a absolument rien de ça dans le livre, en fait. Merci. C'est simplement la version de Dreyfus. Carl, merci, c'était super intéressant. Malheureusement, le livre n'est pas super disponible, là, mais alors, pour ceux qui seraient intéressés à l'avoir, il a l'air difficile à avoir. Mais bon, merci de nous avoir raconté cette histoire un peu tragique de Colonel Dreyfus. Restez avec nous dans 2 minutes, on change totalement d'univers. On s'en va dans la musique pop avec Beau Dommage. Merci, Carl. Alors, re-bienvenue tout le monde. Alors oui, deuxième partie de l'émission. Écoutez, je suis très, très, très content. J'ai avec moi Jean-François Brassard. Salut Jean-François. Bonjour Denis. T'es en forme? Très, merci. Bon, alors Jean-François a écrit, journaliste connu. C'est Éco-Vedette ou Allo-Vedette que tu as travaillé? J'ai travaillé à Éco-Vedette au cours des 30 dernières années. C'est ça. Et puis, j'ai quitté Éco-Vedette au moment où le livre paraissait, c'est-à-dire en octobre. Ah, puis tu as travaillé aussi à Qui fait quoi, c'est ça? Hey, j'ai commencé comme ça. Hey, je me rappelle de ça, moi, Qui fait quoi? Hey, ça a été mon école, tu te rappelles, hein? Oh, je me rappelle de ça. On regardait ça, les acteurs, il y a 30, 40 ans, on regardait beaucoup ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui tourne quoi? Puis qui enregistre quoi? C'est très, très, très important. Mais bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, Jean-François, là, tu viens d'écrire quelque chose. Bon, je le montre à la caméra, là. Beau Dommage, c'est bien gravé dans ma mémoire. Vous en avez peut-être entendu parler. Michel Rivard est allé à Tout le monde en parle il y a 2-3 semaines pour parler du livre, entre autres. Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment trippant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien écrit. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, tout le monde connaît Beau Dommage, je pense. Enfin, on s'imagine que tout le monde connaît Beau Dommage, mais pas tout le monde connaît leur histoire. Moi, j'ai appris un paquet d'affaires. Alors, premièrement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le côté un peu... On est au début des années 70. Les gars sont tous... Les filles sont toutes nées à peu près en 49, 50, 51. Au début des années, fin 60, ils font tout un peu de la musique dans des groupes. Là, il y a la Quenouille Bleue ils font un peu de la création, mais c'est pas clair qu'ils font de la musique. Avant ça, il y a eu la famille Casgrain, qui est un autre groupe, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. Qui est très obscur. C'est très obscur, la famille Casgrain. Puis je me permets d'ouvrir une parenthèse. Un de mes buts, quand j'ai pris le mandat d'écrire le livre, c'était justement de répondre à des questions comme « C'est quoi ça, la famille Casgrain? » Parce que moi, ça fait 50 ans que je lis là-dessus, mais c'est des bribes seulement. Okay. Là, je voulais aller au fond des choses. Fait que j'ai consacré un chapitre. Pour faire une histoire courte, c'est un groupe un peu broche à foin dans lequel faisait partie Pierre Bertrand. Et Michel Rivard, entre autres. Okay. Mais ce qui est drôle, c'est que Michel Rivard ne chantait pas, ne jouait pas de guitare. Il jouait de la flûte et de la basse. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est intéressant. Puis après ça, là, ça va faire un petit bout. Ils vont faire des spectacles un peu. Là, la Quenouille Bleue, il y a d'autres mondes qui se rajoutent. C'est intéressant aussi parce que, il y a toutes sortes de monde qui tourne autour de ça. Là. Je sais pas si c'est dans la Quenouille Bleue, mais... Bon, Fiori est jamais bien loin. Séguin est jamais bien loin non plus. Claude Meunier, Louis Saya, tout du Serge Thériault. C'est tout du monde qui vont tourner un peu autour de cette gang-là, la Quenouille Bleue, non? Ah, tout à fait. Serge Fiori, pour mettre ça dans le contexte, c'est un ami d'enfance de Réal Desrosiers, qui était le batteur de Beau Dommage. Batteur de Beau Dommage. Et Réal, soit dit en passant, a failli faire partie d'Harmonium, ne serait-ce que pour le premier disque. Ah oui, hein? Ça, je le savais pas. C'est intéressant. Ouais. Et comme tu dis, tu nommes... Écoute, Claude Meunier, Louis Saya, ça a été colocataire de Michel Rivard, naguère. C'est super intéressant. Serge Thériault, était dans la Quenouille Bleue. Oui. La Quenouille Bleue, j'ai consacré un bon chapitre parce que vraiment, là,
C'est une gang de tripeux, d'artistes qui savent pas tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire du théâtre, musique, machin. Enfin, ils veulent créer, en tout cas. Ah, ils veulent créer. C'est un peu du théâtre absurde, puis un peu de musique à travers ça. Puis... mais déjà, Serge Thériault, et tout le monde le dit, écoute, il était à l'université à l'époque, il avait un talent fou qui déjà était manifeste. Fait que ça donnait lieu à... Michel Hinton était là-dedans, qu'on retrouvera plus tard dans Beau Dommage. Ouais, OK. Michel Rivard, Pierre Huet, parolier de Beau Dommage, était là-dedans. Il y a un paquet de monde. Fait que là bon, il y a tout ça. Puis là, à un moment donné, tout ce monde-là, il y en a qui partent, qui font d'autres affaires. Puis là, à un moment donné, il se crée le groupe qu'on connaît maintenant, Beau Dommage, avec Michel Rivard, Marie-Michel Desrosiers, Pierre Huet, Desrosiers, qui c'est que j'oublie, là? Pierre Bertrand. Puis Léger, Bertrand, en tout cas, tout ce gang-là. Robert Léger. Ils se mettent ensemble, puis tout le monde avait un peu écrit des tunes avant. Puis là, ils se disent, on va écrire des maquettes. Moi, il y a un truc, faut que je vous dise, qui m'a beaucoup frappé là-dedans, c'est que la plupart des tunes qu'on connaît aujourd'hui, Ginette, 23 décembre, machin, ils ont été enregistrés à un moment donné, je pense, avant la création officielle de Beau Dommage. Avaient été présentés à des compagnies de disques, puis personne n'en avait voulu. C'est ça qui est incroyable. Mais un peu le même phénomène s'était passé avec Harmonium. Harmonium n'a pas été signé par une compagnie de disques québécoise, bien qu'il ait fait le tour. Ils sont allés à Toronto pour être signés. Même phénomène avec Beau Dommage. Tout le monde les avait refusés. Et ce qui est drôle, c'est que c'est en faisant un spectacle à l'évêché de l'Hôtel Nelson dans le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Montréal. En remplacement d'Harmonium, il y avait un membre du groupe qui avait dû déclarer forfait. Donc, Harmonium ne s'était pas présenté à l'évêché et c'est Beau Dommage qui avait donné le show en lieu et place. Et il y avait le directeur artistique de Capitole qui était là ce soir-là, Pierre Dubard. Ouais. Et c'est là qu'il a flashé sur Beau Dommage. Okay. Il dit, ça me prend ce groupe-là. Donc, c'est un peu un hasard. Tout à fait par hasard. Très intéressant, Jean-François. Il faut malheureusement aller à la pause. On pause musique franco. Alors, reprenez-vous pas un café, là, sérieux. Mangez, dînez. Puis, non, mais ça fait le 8e café que je vous dis de prendre. Mais on se retrouve dans 2 minutes pareil. Soyez là. Donc, on repart avec Jean-François Brassard pour son livre Beau Dommage. C'est bien gravé dans ma mémoire. Alors, donc, là, ils finissent par former le groupe. Ils finissent par avoir une étiquette de disque Capitole. Et là, ils enregistrent leur premier album. Ouais. Avec un gars qui s'appelle Mario Lachance, qui va réaliser, qui avait fait les albums d'Harmonium. C'est Capitole qui va les signer. Là, ils vont avoir un contrat, ça c'est intéressant, parce que ça va être important plus tard. Ils vont signer avec Capitole pour 5 disques, potentiellement en 5 ans, mais c'était pas clair, mais ils embarquent pour 5 albums. Permets-moi une petite correction, c'était plutôt Michel Lachance. Michel Lachance, pas Mario. Du réalisateur. Vas-y. 5 albums en 5 ans, c'est une grosse commande, mais c'était la norme à l'époque. C'était un contre-disque, c'était ça. Heureusement, Beau Dommage avait la chance d'avoir plusieurs auteurs-compositeurs. C'était pas comme Fiori puis Michel Normando dans Harmonium. Les tâches étaient un peu plus équitablement réparties dans Beau Dommage. Donc, ça aidait beaucoup à la création. Sauf que le succès du premier disque a fait en sorte que le groupe était tout le temps en tournée. Non seulement au Québec, mais aussi en France. Dès le premier disque, les portes de la France se sont ouvertes. Le groupe allait régulièrement là-bas, et en Belgique, et dans la francophonie, finalement, européenne. Mais le rythme de travail des tournées était tellement dense que les gars avaient moins le temps d'écrire. Okay. Et ils étaient carrément épuisés, rendus au 4e album. Écoute, il était comme plus capable, il était épuisé, fatigué, si bien que pour honorer le contre-disque de 5 ans, 5 albums, le 5e album a été un grand succès et non pas un album de chansons originales. Okay. Mais pour revenir en arrière, ce qui est intéressant, bon, là, tu parles de créateurs. Bon, Michel Rivard écrivait des tunes puis des paroles. Robert Léger écrivait des tunes puis des paroles. Pierre Huet, il n'était pas dans le band, mais il écrivait des tunes, surtout des textes, en fait, essentiellement. Que des textes. Il était membre fondateur de Beau Dommage. C'est ça. Il était parolier attitré. Marie-Michel Desrosiers n'a pas vraiment écrit, sauf vers la... En fait, elle a écrit plus tard, en solo, elle va écrire ses propres tunes. Ouais. Mais du temps de Beau Dommage, elle n'écrivait pas. Elle a écrit une seule chanson sur le dernier disque, Passager, et ça a tout pris. Pour que... Elle écrivait tout le temps, mais elle était trop timide. Pour imposer ses idées. Ouais, puis quand tu sais, Michel Rivard,
Robert Léger, Pierre Bertrand. Pierre Bertrand aussi, oui. Étaient très intimidés par eux. Je comprends. Mais les gars l'ont tout le temps encouragé. Marie, montre-nous ce que tu as écrit, montre-nous. Puis finalement, elle a cédé pour le dernier album. Puis elle a écrit une chanson qui est en disquée. Mais c'est après ça. J'ai demandé à Marie-Michel, quand est-ce que tu as pris confiance comme autrice, compositrice? Elle m'a dit, jamais. Ah oui, c'est ça. Parce que oui, mais je veux quand même finir sur cette histoire-là. Non, mais tout est intéressant. Il y a un paquet de choses que je veux parler. C'est qu'il y avait aussi une façon très communautaire de prendre les décisions et de distribuer les cachets. Ça, tu en parles assez longuement. Je trouve ça très intéressant. Si je ne me trompe pas, à un moment donné, ils ont décidé en gang que même s'il y en avait juste 2 ou 3 qui écrivaient la majorité du matériel musical, ces 3-là prenaient 15 % du cachet, puis 85 % du reste était distribué à part égale dans tout le groupe. C'est ça, hein? C'est en plein ça. Puis c'est assez inhabituel, une telle façon de procéder. Puis je trouve que ça correspond aussi à une époque où on était dans le milieu des années 70, on était dans le partage, dans le communautaire. Le hippie, le retour à la terre, l'amour libre, tout ça, là? Ouais. Puis on met tout en commun pour faire un pays, tu sais. Puis on serre les coudes. C'était la montée du nationalisme. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Non. Donc, il y avait Robert Léger, c'est lui qui a eu l'idée de tout partager comme ça. Leur comptable les avait appelés, genre, vous allez recevoir un gros chèque de droits d'auteur pour le premier album qui avait très, très bien marché. Qui a très bien marché. Ça, c'est intéressant. Dès le départ. OK. Robert a dit, moi, je suis quand même pas pour aller au restaurant UP, tandis que Réal Desrosiers, le drummer, n'a pas écrit une toune puis il va aller chez McDonald's. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. On est une gang, on est un groupe, on va partager équitablement. Et c'est un régime, une façon de faire qui a tenu jusqu'à l'an dernier, Denis. Ça a tenu pendant 50 ans, cette façon de faire. Ils n'ont jamais, pour les droits d'auteur qu'ils continuent de toucher, c'est le même régime depuis les débuts. Et ça a changé seulement l'année dernière. Ah, ils ont changé ça, là. À un moment donné, oui, parce que les chansons vivent par elles-mêmes depuis un bout. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a plus de spectacle. Avant, les gars, le raisonnement, c'est-à-dire la complainte du phoque en Alaska, par exemple. La touche de Réal à la batterie est aussi importante que l'accordéon de Robert Léger, que la composition de Michel Rivard. Tout ça contribue à faire un succès. C'était leur façon de procéder. Tout le monde était d'accord avec ça. Bon, l'autre affaire qui est moins le fun que je trouve, moi, qui est dans ton livre dont tu parles, c'est que le contrat qu'ils avaient signé avec Capitol, qui est une compagnie de Toronto, d'ailleurs, il faut bien le mentionner, leur donnait, eux autres, 4 % des ventes. 4 % des ventes. Ouais. Moi, je veux juste le mentionner parce que c'est une affaire qui m'a toujours frappé, que j'avais entendu. Il me reste plus de temps. Bon, je vous en parle après la pause parce que c'est quelque chose de scandaleux par rapport à ça. Ça, c'est scandaleux, mais autre chose est scandaleux aussi. Donc, prenez encore une petite pause. On est en musique franco. On revient dans 2 minutes et on se raconte ça. Alors, de retour à Dimanche on lit. Alors, merci encore d'être avec nous. Merci à Jean-François Brassard pour son livre Beau dommage. C'est bien gravé dans ma mémoire. Ouais, ce que je voulais parler avant la pause, c'est que, bon, Beau dommage, en tant que groupe, ils touchaient 4 % des ventes. Ils ont vendu les 2 premiers albums, c'est 300 000 ventes ou quelque chose comme ça, là, 300 000 albums. Je sais pas, je me rappelle pas du prix de vente à l'époque, mais c'était peut-être 8 piastres ou je sais pas trop quoi. Eux, ils touchaient 4 % par album, alors qu'eux autres, ils ont tous fait la musique, ils ont tous enregistré les tunes, ils ont écrit les paroles, tout ça. C'est scandaleux. J'avais vu une étude à une certaine époque qui disait que, pour tout le milieu artistique d'ailleurs, plus tu t'éloignes du centre de la création et plus il y a d'argent. Plus tu es près de la création, si tu es un danseur, un acteur, un auteur, un compositeur de musique, c'était ça à l'époque, en tout cas. C'était ça, autour de 4 %. À un moment donné, ils vont renégocier avec Capitol, ils vont monter ça à 10 % parce que là, il y avait un pouvoir de négociation, mais ça reste assez scandaleux quand tu y penses. Oui, mais il faut se rappeler qu'encore là, c'était la norme à l'époque. Fait qu'ils ont signé le contrat sans trop poser de questions. Sauf qu'à un moment donné, comme tu dis, ils ont réalisé que, c'est nous qui créons, c'est nous qui faisons vendre des disques, alors que le distributeur du disque prenait une bonne cote, le producteur prenait une bonne cote. Donc, ils ont déclenché la grève à Capitol. Qui a duré un bon bout de temps, plusieurs mois. Ils ont déclenché la grève, c'est-à-dire ils ont arrêté toute production de disques. Okay. Ils ont tout mis sur le hold. Ils ont arrêté de donner des spectacles.
pour exercer des moyens de pression. Parce que quand tu donnes des spectacles, tu fais vendre des disques aussi. Fait que Capitol ramasse de ce côté-là aussi. Donc, ils ont déclenché la grève. Et Capitol, Pierre Dubord, dont je parlais au tout début de l'entrevue, qui était leur allié à Montréal, a mis de la pression, lui aussi, sur le siège social à Toronto, afin de leur verser une part un peu plus respectable de 10 % comme tu l'as mentionné. Et ça, c'est particulier, parce qu'il n'y a personne qui avait fait ça à l'époque. Les gars et la fille prenaient beaucoup de risques. Il y avait un front de bœuf, puis ils voulaient se faire respecter, puis comme créateur, tu sais. Il y a une anecdote aussi que je voudrais dont tu me parles, Jean-François, qui m'a beaucoup frappé et touché. Mais bon, évidemment, ils ont pogné beaucoup au Québec assez rapidement. Les 2 premiers albums, ça a été des gros succès. Ils sont mis à pogner en France. La complainte du phoque en Alaska a été un gros hit en France, en Europe et tout. Ils sont allés souvent en Europe, mais ils ont été invités. Puis à un moment donné, ils étaient en tournée au Québec. Bon, je pourrais te laisser le raconter, mais moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Ils étaient en tournée quelque part là, il y avait des dates, genre à Chibougamau, à Lebel-sur-Quévillon, puis à Haute-Rive. À Haute-Rive, en tout cas, il y avait des dates. Puis là, ils reçoivent un appel de France, puis là, l'espèce d'agent en France qui leur dit « Venez-vous-en, c'est chaud, toutes les émissions de TV vous veulent, c'est maintenant ou jamais. » Puis il aurait fallu qu'ils abandonnent les spectacles en question dans le nord du Québec. Ils ont pris une décision ensemble, ils sont allés par la gravée, puis ils ont décidé de rester au Québec, de parler en France. Hein? C'est ça dont tu parles là-dedans. Ben oui, ça m'a étonné. Tu sais, la gérance, c'était plutôt lousse, là. Et c'est des gens qui n'avaient pas d'expérience. Il y avait 2 gérants sans expérience. Et, beau dommage, comme je le disais tantôt, ils ont un front de bœuf, puis ils ont des convictions auxquelles ils tiennent. L'idée, c'est que la complainte du phoque était déjà grosse. C'était déjà un gros succès en France. Succès à l'époque. Mais ça aurait pu être encore plus gros. Alors, leurs producteurs français les avaient invités à venir à une grosse émission de télé française. Et ils ont dit non. Alors, ils reconnaissent aujourd'hui que c'était une erreur. Ils auraient très bien pu reporter les shows spectacles de quelques à semaines. Lebel-sur-Quévillon dans l'aréna. Ouais. Mais bon, il n'y avait pas de direction. Puis, enfin, sur le coup, ils étaient bien fiers de leur coup. Tu sais, hey, nous autres, on est Québécois, puis on va aller rendre visite à nos compatriotes un peu plus au nord. Mais ils ont fait plein d'erreurs comme ça, attribuables à la jeunesse et attribuables aussi à des gérants sans trop d'expérience. Bon, là, après ça, à partir du 3e, 4e album, les ventes diminuent un peu. Là, Rivard, qui avait des tunes solo, part un peu en solo, décide d'écrire un album solo après le 3e ou 4e album, hein, rappelle-moi. Oui, juste après le 3e album, il y a eu une tournée en France, en Belgique. Et Rivard s'est accroché les pieds là-bas. Il est tombé en amour avec une Belge. Donc, il est resté un bon bout de temps à Bruxelles. Pendant son séjour, il a écrit un paquet de tunes. Et qui, finalement, il a demandé la permission au groupe. Est-ce que je peux les interpréter seul? Ça leur a fait un peu de quoi, mais ils ont dit ben oui. Puis le Micro-Sillon de Rivard est paru, Méfiez-vous du grand amour, que j'adore encore. C'est un très bon album. Très bon album, qui est paru presque simultanément avec Passager, le dernier album de Beau Dommage. Donc, ça marquait un petit peu la fin. C'était la croisée. Ouais. Tranquillement, malheureusement, ça va aller vers la fin. Ils vont faire un autre album. Mais chacun va faire sa carrière solo. Bertrand va écrire un album aussi. Marie-Michel, Michel Rivard, tout ça. Mais ça reste quand même que ça a été 5 années assez intenses. Qu'on rappelle Beau Dommage, c'est une année courte. Alors, merci infiniment, Jean-François. Écoutez, on vous a fait un survol rapide, mais il n'y a pas qu'à d'affaires là-dedans. C'est super intéressant. Comme cadeau de Noël, là, il n'y a pas grand-chose de mieux que ça, que Beau Dommage. C'est bien gravé dans ma mémoire. Merci, Jean-François, d'être venu. Je remercie Carl Lévesque, qui est parti tantôt pour son livre sur l'affaire Dreyfus. Soyez des nôtres, mes amis, la semaine prochaine pour une autre émission de Dimanche on lit. Merci à Jean-Yves Lemay. Merci à la librairie Allée qui est à 3 portes d'ici. Les livres vont être disponibles dans la vitrine la semaine prochaine. Salut tout le monde! FM 103.3